l'innovation et la transformation de l'assurance à 2030. Donc moi, je suis Jean-Claude Perrier, je suis un des associés du cabinet KPMG, donc plutôt sur les problématiques de transformation et d'innovation, justement, distribution, gestion. Et ravi donc d'accueillir un beau panel exceptionnel, d'ailleurs, de dirigeantes, 5 dirigeantes réunies. Laetitia Léonard-Reuter pour Generali, donc directrice générale déléguée, donc avec une vision très large sur la compagnie. Catherine Charrier-de-Flève, CEO de Wacam, avec un modèle européen original, et on sera effectivement intéressé de comprendre ce modèle vis-à-vis des grands acteurs établis et, en multidistribution. Sarah Boucret, donc directeur général adjointe de CNP. Donc on sera aussi intéressé de voir l'innovation producteur, distributeur, relations avec les réseaux de banque assurance. Nathalie Siorny pour Matmut, également directeur général adjointe, plutôt en charge de la relation sociétaire et toutes les problématiques liées aux clients, à la distribution et à la gestion. Et puis enfin, Céline Callard, au sein d'AXA France, qui gère côté marketing tout le programme d'assurance inclusive du groupe AXA. Vous savez qu'AXA a lancé même une série d'offres en France et à l'international. Donc ce sera intéressant dans ce regard-là, mais elle aura aussi un regard plus large, bien sûr, sur tout ce que fait AXA sur les différentes thématiques. Donc on va rentrer progressivement dans le vif du sujet. J'ai une quinzaine de questions, on a 1h30, donc c'est assez long. On aura le temps de se poser et de prendre du temps sur un certain nombre de questions. On parlera de clients, distribution, de sinistres, d'IA, de transformation, même RH, voilà. Plein de sujets. Et donc on va commencer, j'aurai des questions flash et des questions un peu profondes. On va commencer par une question flash sur... parce que voilà, on voit qu'il y a du monde aujourd'hui. Donc la thématique 2030, elle est quand même beaucoup posée dans tous les groupes d'assurance. Il y a des plans stratégiques qui viennent juste d'être écrits, qui sont en cours. Donc je pense que vous avez pas mal brassé tous ces sujets dans vos COMEX les unes et les autres. Et donc justement, en mode flash, commençant par Laetitia, puis on allant jusqu'à Céline. Où en êtes-vous de vos plans stratégiques? Sont-ils posés? Est-ce que tout le monde a déjà écrit les moutures de 2028, 2030 ou au-delà? Et si vous deviez décrire les 2 mots du futur pour vous, ce serait quoi? Je vous en prie. Bonjour à tous. Écoutez, merci. Je suis ravie d'être là avec vous ce matin. Donc oui, notre plan est extrêmement important. Notre plan, il s'appelle Boost 2027. C'est un plan à 3 ans dans lequel on a vraiment cette idée d'être s'ancré sur notre ADN, nos valeurs, nos forces, pour se projeter vraiment dans l'avenir. Et on a utilisé d'ailleurs des tendances long terme pour se projeter, les méga trends. Et alors nous, c'est pas 2 mots, c'est 3 mots. Désolé, mais 3 mots qui riment. C'est expérience, croissance et excellence. Voilà, soutenu par l'IA et la tech, la data et bien sûr le capital humain. Oui, alors nous, on a aussi terminé les travaux à 2030. On n'a pas donné de jolis petits noms comme toi. Tu vois, il n'y a pas de nom. Et effectivement, on a beaucoup travaillé. Et en plus, on l'a fait avec un Claude Excel. Je ne sais pas si vous connaissez Claude Excel. Cette nouvelle application, c'est juste génial. Ce n'est pas un agent IA, mais ça fait gagner un temps fou. Donc, si je dois caractériser ce plan 2030, je dirais scalabilité, et dans scalabilité, c'est automatisation, IA, etc., et discipline d'exécution. Oui. Délivré. Sarah? Alors, bonjour à tous. Donc, oui, nous aussi, chez CNP Assurance, on a un plan stratégique à 2030. En fait, il est en déploiement depuis déjà 2022, donc on est vraiment dans une phase d'exécution. Alors, il n'a pas de nom non plus. Et alors, 2 mots, c'est difficile de le résumer en 2 mots. Moi, j'en retiens quand même 2. Le premier, c'est conquête, parce que notre plan est un plan de développement. Et le second, c'est raison d'être, puisque notre engagement en faveur de la durabilité, de l'inclusivité, on va en parler ce matin, et de l'accompagnement de tous les parcours de vie, il est vraiment au cœur de notre réflexion stratégique et de notre action. Et puis, évidemment, comme tout le monde, et c'est aussi le thème de ce matin, le monde change, donc on a évidemment une réflexion sur son adaptation que je caractériserai par un mot qui est accélération. Bonjour à toutes et tous. Alors, nous n'avons pas terminé d'écrire notre plan stratégique à 2030. Nous sommes dans un plan stratégique qui se termine en fin d'année et on est en plein travaux, on va dire.
Alors évidemment, ça tourne autour de la croissance, ça tourne autour de l'expérience et on va dire de la protection intelligente. Voilà, avec tout ce que ça peut recouvrir d'automatisation et en même temps de relations. Alors en 2 mots, c'est protection intelligente. Oui, c'est singulier. On reviendra dessus. Bonjour à tous et toutes. Je suis ravie d'être là et puis je suis particulièrement honorée d'être dans un panel de femmes aussi talentueuses. Donc si mon chef me voit, n'hésite pas. Ça nous arrive jamais. Voilà, donc nous, comme ma voisine, on est en plein dedans. Notre plan se termine à cette fin d'année. Donc on est en train de définir le plan des 3 années suivantes, donc qui nous amène à 2029. Au grand désespoir de nos communicants, parce que 2030 c'était beaucoup plus sympa, mais les financiers ont tranché, ce sera 2029. On a 3 mots plutôt que 2, si je peux me permettre. Comme beaucoup ont cité croissance. Croissance organique, croissance en nombre, croissance pas tirée par les prix, ou le moins possible tirée par les prix. C'est le premier point. Le deuxième, c'est compétitivité. Et je pense qu'on aura le temps d'y revenir, mais c'est un axe sur lequel on n'est pas super bon, et donc on pense qu'on peut faire beaucoup mieux. Ça tire les sujets de l'IA, mais pas que. Et le troisième, c'est l'innovation. Et là aussi, je pense qu'on aura le temps d'y revenir, mais on a de grandes ambitions. Alors moi, je représente le sujet d'assurance inclusive, il y a les sujets de prévention, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on souhaite innover. Voilà, donc c'est ces 3 mots-là. Ouais, merci beaucoup. Donc on voit que c'est ambitieux, on voit que vous allez de l'avant. Déjà, c'est intéressant et on va s'y pencher maintenant dans les différentes thématiques. Je vous propose de commencer d'abord par le sujet justement des clients. On parlait de croissance, d'expérience client. Voilà, donc il y a tout ce débat qu'on voit dans le secteur financier. On a la question des millennials, en fait, qui sont de plus en plus nombreux finalement, des moins de 40 ans qui veulent avoir des expériences de consommation différentes, qui sont peut-être déjà clients de N26 ou Revolut. Donc, et on sait que les assureurs, voilà, il y a tout un modèle historique avec les agents, les courtiers. Donc, justement, comment vous traitez cette problématique? Comment vous allez séduire et conquérir les millennials? Comment on peut arriver à moderniser la relation client? Et peut-être en commençant par vous, Laetitia, sur Generali. Est-ce que c'est des choses que vous travaillez au sein de Generali? Oui, alors Jean-Louis, effectivement, c'est un sujet pour nous qui est cœur. C'est vrai que si on part un peu des constats, ces millennials, c'est à la fois voilà, une catégorie de la population qui représente 1/4 de la population active, donc c'est énorme pour nous. On voit aussi qu'ils sont très appétants. Finalement, ils reconnaissent eux-mêmes qu'ils vont devoir, par exemple, se constituer eux-mêmes une épargne de long terme et une retraite, en plus de ce que le système public pourra leur offrir. Et qu'en même temps, eh bien, il y en a 50% qui déclarent vivre au jour le jour financièrement. Donc c'est vrai que c'est un peu des paradoxes. Et donc c'est vrai que nous, assureurs, on a généralement... Alors j'ai fait... Dans les quelques sociétés d'assurance que j'ai bien connues, on a en majorité nos portefeuilles, la moyenne d'âge, c'est autour d'une 50aine d'années. Donc on a vraiment ce besoin de rajeunissement. Alors nous, ayant fait ce constat, ayant aussi fait les constats que les standards de la banque, du web, Revolut, etc., ils nous mènent vraiment très haut. On se dit qu'on n'est pas toujours capable de faire nous-mêmes. Et donc, notre réponse à ça, nous, c'est vraiment d'aller là où ils sont, ces millennials. Ça, c'est vraiment quelque chose pour nous qui est clé. Et donc, chez Generali, on a l'habitude de travailler dans un écosystème très ouvert. Un écosystème de partenariat, que ce soit des partenaires bancaires, mais pas uniquement. On a vraiment des gammes très, très approfondies. Et donc, typiquement, on s'associe avec ces géants, ces néobanques, ces fintechs, on s'associe avec elles. Et aujourd'hui, par exemple, en épargne, où on est un des grands acteurs de l'épargne, il y a 1/3 de notre collecte qui vient d'Internet. Et ça, on le construit parce qu'on travaille avec des partenaires historiques. On a Boursorama, et ING historiquement, et donc maintenant les deux sont ensemble, mais ça peut être aussi des Monabank, des Lynxea, avec des fois des approches aussi des partenaires fintech avec des approches dédiées qui parlent aux générations plus jeunes, comme
comme Goodvest sur l'investissement durable et responsable. Donc voilà, pour nous, c'est vraiment être dans cet écosystème où ils sont plus présents. Et puis la deuxième chose, c'est donner du sens aussi. Leur parler de choses qui les concernent et notamment verdir nos offres, nos propositions de valeur pour vraiment les accompagner et travailler sur tous ces thèmes d'éducation financière justement pour les sortir, les aider à prendre ce réflexe, démystifier un peu tous ces champs d'épargne, etc., par exemple de retraite, et les amener sur ces territoires. Et on sait que des petites sommes investies très tôt vous permettent de constituer un capital plus tard dans votre vie qui vous permet d'être réellement indépendant, etc. Et c'est tout ça qu'on accompagne aussi par tout un système de coaching, on va dire, auprès de ces jeunes générations. Donc on va tout simplement à leur rencontre. Et donc ça dépoussière l'assurance vie et avec des nouveaux codes et parce que l'assurance vie est parfois vue comme un produit de senior entre guillemets, où c'est là où sont les gros stocks, etc. Donc pour les jeunes, voilà, on parle de Bitcoin, mais là le fait d'avoir cette approche et d'avoir ces capteurs et le fait de quand vous travaillez, effectivement, permet de rénover l'approche. Nathalie, côté Matmut, est-ce que vous avez même une réflexion peut-être avec des modèles différents parce que vous êtes plus en intra-groupe? Oui, alors effectivement, sur un modèle un peu différent. Évidemment, ils sont très intéressants, ces millennials, parce que c'est l'avenir de nos portefeuilles. Et alors sur leur profil socio-démo, c'est une génération qui a grandi avec Internet, avec les portables, avec les réseaux sociaux. Ils sont plutôt présentés comme adaptables et coopératifs, et ils sont très sensibles à l'écologie, à l'inclusion, à tous ces sujets RSE qui à un moment donné conditionnent aussi leur choix. Et en fait, c'est une génération qui, plus qu'un contrat d'assurance, achète sur le fond une expérience et des valeurs. Donc dans cette logique-là, nous on travaille évidemment les parcours, le parcours 100% digital. Alors on n'est pas encore au bout, mais en tout cas c'est un vrai axe du 100% digital comme étant une alternative, en tout cas une proposition de notre omnicanal. On travaille la flexibilité de nos offres. L'offre qui évolue avec le temps, qui présente un certain nombre d'options, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai un choix et je procède à une vraie construction au moment où j'achète. On propose dans notre omnicanal, et c'est une de nos particularités, un réseau physique assez dense. C'est un vrai choix, on aura l'occasion d'en reparler, mais c'est fait partie de notre proposition d'omnicanal, et donc chacun peut se déplacer en agence ou avoir affaire à un être humain, même au téléphone, dès lors que j'arrive sur un vrai moment de vérité. Donc c'est aussi important pour cette génération-là. Et en agence, on n'a pas que des seniors qui se déplacent, on a aussi des millénials, c'est assez intéressant. Et puis encore une fois, on cherche à incarner nos valeurs dans nos engagements. Donc on est très investi dans le sport, les 5 km Matmut Né pour bouger qui sont de plus en plus populaires. On a des engagements aussi dans la recherche médicale. On a des engagements aussi inclusifs divers et variés, et on travaille beaucoup la communication autour de ces engagements pour le faire savoir. Parce que c'est important d'incarner les valeurs qui sont les nôtres, notamment pour cette génération. Oui, donc on voit dans vos deux interventions que c'est pas uniquement ouvrir des canaux et moderniser, mais ça va plus loin sur le coaching, les offres, l'approche, la pédagogie. Donc, une réflexion de bout en bout. J'ajouterais bien quelque chose, j'étais pas censée parler sur le sujet, mais en les écoutant, Wacom, c'est un modèle particulier parce qu'on est B2B2C. Donc, je ne sais plus ce que j'ai été avant à la Banque Postale, chez Generali, dans mon expérience, dans les mêmes problématiques que vous. Mais je pense qu'il y a un angle aussi qui manque, qui est le besoin de cette population-là. Et moi, je pense, je ne suis pas intermédiaire, donc je ne regarde pas le client final, en tout cas assez peu, mais je pense qu'il y a aussi un besoin qui a changé et qui est le besoin à l'usage.
Et nous, on fait 40% d'assurance embarquée. Si vous prenez une trottinette, ou a priori c'est assuré par Wacam. Donc il y a aussi ce changement où l'assurance n'est pas un produit en tant que tel, où ils n'ont pas envie de le prendre pour un an, hein, mais plus d'avoir l'assurance voyage au moment où ils vont consommer. Alors c'est très orienté dommage versus assurance vie, ce que je dis, mais je pense qu'il faut prendre ça en compte aussi. Ils sont à l'usage. Au moment où ils en ont besoin, ils vont prendre l'assurance, mais ils ne vont pas aller chez Darty et se dire tiens, je vais prendre une extension de garantie sur le frigidaire que j'achète. Et ça, je pense que c'est un angle qu'il faut ajouter dans les produits et dans la façon dont vous le proposez. Ce côté immédiaté, voilà. Raison. Alors, je propose d'aller maintenant sur les questions des réseaux de distribution, et notamment, on a parlé des réseaux physiques qui sont toujours là dans l'assurance. Et c'est vrai, quand on a des débats là-dessus, on se dit toujours, mais quel est l'avenir pour les réseaux d'assurance? Est-ce qu'ils vont un peu se rabougrir? Est-ce que les clients se déplacent encore? Voilà, donc, Nathalie, vous avez commencé à en parler, hein, sur Matmut, un réseau dense. Comment vous placez ce canal, donc agence vis-à-vis des autres canaux? Quel avenir, quelle transformation aussi vous envisagez? Alors, le réseau Matmut et le réseau physique Matmut, c'est l'histoire en fait. Hein. C'est-à-dire que Matmut s'est construit autour de son réseau d'agences. C'est vraiment le réseau historique. On a aujourd'hui 480 agences en France métropolitaine et on n'a pas de zone blanche. Et nous considérons que l'agence est l'incarnation de la marque en local. Ça, c'est majeur. C'est-à-dire que c'est un élément de rassurance fort pour les clients sociétaires. Quand je souscris mon contrat, quel que soit le canal par lequel je souscris, je sais qu'en cas de pépin, à 5 km, 10 km, 15 km de chez moi, j'ai une agence avec des vrais gens de la Matmut qui sont susceptibles de prendre en charge mon problème. Donc ça, c'est le postulat de départ qui fait que nous considérons que notre réseau d'agences, c'est un actif. Je le disais tout à l'heure, nos flux physiques baissent, hein, j'allais dire comme tout le monde, puisque c'est un phénomène marché. Pour autant, on a encore plus de 2 millions de visites par an dans nos agences, pas que des seniors, parce qu'en fait, on s'aperçoit que le contact humain au sens large, hein, et physique, c'est-à-dire quand je me rends dans l'agence, il est nécessaire dans la relation à certains moments que moi j'appelle les moments de vérité. À la souscription du premier contrat, il y a encore beaucoup de nos sociétaires qui se rendent en agence. Donc lorsque c'est engageant, lorsque c'est complexe ou engageant, j'ai besoin d'avoir affaire à quelqu'un en qui j'ai confiance. Lorsque la confiance justement est en jeu, à l'occasion d'un mécontentement, d'une réclamation, j'ai besoin d'avoir affaire à quelqu'un. Voilà. Donc il y a un certain nombre de cas où lorsque j'ai un engagement sociétal, je pense au Clean Walk qu'on organise aux abords de nos agences avec nos sociétaires et nos collaborateurs. Ça se fait en local et c'est bien l'agence qui est au centre de ça. Donc il y a un certain nombre de moments où l'agence, elle est cruciale, indépendamment de ce qu'elle représente pour la marque. Alors, on fait en sorte que nos agences ne soient quand même pas qu'un poste-coup, puisque on a quand même besoin de rentabiliser ces entités. Et dans l'organisation de l'agence, eh bien, elle n'est coupée d'aucun média qui est utilisé par le client. Elle gère du flux à distance, y compris du flux web. Il y a une logique d'organisation qui est très industrielle et qui permet d'optimiser le temps passé dans les flux. Voilà. Et du coup, ça nous permet de rentabiliser ces entités auxquelles on tient beaucoup, parce qu'encore une fois, en termes de fidélité, nous pensons que c'est majeur et on le vérifie statistiquement. Un pilier fort pour Matmut. Côté AXA, peut-être, Céline, est-ce que vous faites les mêmes constats? Est-ce que c'est différent? Puis est-ce que les fréquentations d'agences changent un peu selon les zones? Voilà, peut-être que c'est aussi intéressant d'avoir votre lecture là-dessus. Alors, je vais essayer de
pas répéter ce que vient de dire ma voisine parce que en substance, je pense qu'on pourrait, on partage complètement. On a un réseau, donc c'est pas une surprise, on a un réseau d'agences et d'agents généraux qui est très dense, très maillé. On a 2000 agences, 3000 agents. Ça, c'est pour les agents avec des flagships, des boutiques physiques. Et on y croit beaucoup. Et on y croit beaucoup à la fois maintenant parce qu'on a un flux physique fort et on a beaucoup de visites en agence, mais aussi pour l'avenir. Et peut-être je vais élaborer un peu plus là-dessus. Mais avant de passer là-dessus, juste pour donner un contre-champ, on a également un modèle d'assurance directe avec Direct Assurance. Et là aussi, on voit une fréquentation qui est en hausse et des leads qui sont en hausse et des ventes qui sont en hausse. Donc nous, on voit sur tous nos canaux, quelque part, mais les deux plus emblématiques du pur direct et de l'agent général, une croissance et un intérêt réel du public. Donc pas du tout de désaffection. Donc mon premier propos, ce serait de dire qu'il y a de la place vraiment pour tout le monde et pour tous les modèles. Et on voit également que les clients qui s'adressent à l'un ou l'autre des modèles ne sont pas les mêmes, en tout cas pour ce qu'on peut recouper. Voilà, maintenant si je zoome un peu plus sur le client qui va aller en agence AXA, qu'est-ce qu'il cherche ? Il cherche effectivement le contact humain, le conseil, l'expertise, la localisation. C'est assez proche finalement de quand on dit le maire est à portée de main. Je le dis poliment. L'agent, c'est pareil, il est à portée de main, il est localisé, il connaît les problématiques et il a l'expertise. Dans notre cas, il a l'expertise sur tous les métiers. Mais c'est pas pour autant que ces clients ne cherchent pas le digital, donc toute la partie l'agilité, le self-service, l'app. Donc ce qu'ils cherchent, c'est vraiment, en résumé, c'est c'est devenu un peu notre flagship, c'est de dire ils cherchent l'agent physiquement dans son agence, mais également dans sa poche. Voilà, c'est un peu le modèle. Donc c'est un modèle hybride qui est celui sur lequel on croit actuellement. Mais je partage tout à fait le point de vue que la valeur d'un réseau d'agences, ça va aller au-delà de répondre à au besoin fort d'un client. C'est une valeur inestimable pour une marque. C'est vraiment un ancrage territorial qui est fort, qui nous permet d'être au contact des Français et d'incarner, on va en parler un peu plus tard, quand on a une innovation, que ce soit une nouvelle offre, que ce soit un nouveau service, ces agents, ils sont là pour incarner et faire en sorte que cette nouvelle offre, ce nouveau service, il n'est pas que dans la pub, pas que à la télé, mais il est dans la réalité des Français. Ça a une grande valeur. Et ça a aussi une valeur dans le futur, ce que je disais, et notamment quand on va parler des thématiques d'assurance inclusive, les thématiques de prévention, qui sont des choses qu'on aimerait développer fortement dans les années à venir. Toutes ces thématiques-là, elles vont s'incarner dans une agence. On va vraiment avoir un agent qui va être expert non seulement en produits d'assurance, mais également en prévention. Donc c'est des choses très concrètes, et ça fait partie de la valeur qu'on voit dans les réseaux des agents. Et du coup, l'agent de 2030 versus les années 2000, est-ce qu'il est il est peut-être le même d'un point de vue technique et expertise, mais d'un point de vue mode de fonctionnement, boosté par l'IA, il accepte mieux peut-être le digital, les apps, qui voit moins en concurrence de sa propre activité. Là, est-ce qu'il y a eu une transformation et est-ce que vous travaillez à ça un petit peu, l'agent 2030 ? L'agent augmenté ? Oui, évidemment. Oui. Il y a un exemple qui a eu un taux d'adoption assez spectaculaire en une année. Et ça va recouper un peu ce qu'on va discuter sur l'IA générative, mais on a développé un chatbot d'IA générative donc, qui permet à tous les collaborateurs d'agence, agents et collaborateurs d'agence, de poser des questions simples sur l'ensemble de nos contrats. Et Dieu sait qu'ils en ont beaucoup en stock de tout type. Et donc, ils peuvent poser des questions, ils ont une réponse immédiate sur quel type de garantie, à partir de combien de poules dans un poulailler, c'est mon exemple favori. On rentre dans un contrat d'habitation, on sort du contrat d'habitation parce que c'est un élevage. Les exclusions, bref, ils ont une réponse immédiate. Alors, c'est pas du customer facing, mais c'est l'agent dans son rendez-vous client, il a une réponse immédiate et ça lui libère énormément de temps sur de la relation commerciale, du personnel. Et ça, le taux d'adoption, il est passé de 0, puisque c'est un lancement de 2025, à 100% des agences et des collaborateurs d'agences en 12 mois.
Voilà, donc on voit que c'est un début, mais clairement, c'est la marche à suivre. C'est une direction. Et vous, donc, Laetitia, côté Generali, donc aussi modèle agent, voilà, comment vous travaillez ce modèle et puis quelle transformation des réseaux physiques vous voyez justement dans le comportement client, dans le comportement des agents? Oui, alors nous aussi, on y travaille. Alors c'est vrai que Generali, c'est un acteur qui sur le marché a un modèle de distribution qui est assez unique et qui a une pondération avec les agents qui est moindre que beaucoup de ses grands concurrents. Néanmoins, on a fait un choix. Et donc tous nos réseaux, il faut le dire, se portent bien et sont en croissance. Que ce soit nos réseaux salariés, nos réseaux d'agents, ce qu'on fait avec le monde du courtage, nos partenaires, etc. Donc il y a vraiment de la place. Je rejoins tout à fait ce qui a été dit pour tous. Et nous, c'est vrai que dans ce plan stratégique, on a fait le choix justement de rééquilibrer et d'aller encore davantage sur nos réseaux propriétaires. Et ça peut paraître contradictoire, mais pour nous, ça l'est pas du tout. Et pour ça, on a déjà des initiatives qui sont un peu emblématiques et juste très simples, qui est d'augmenter finalement ces forces à disposition de nos clients. Donc sur notre réseau d'agents, on va installer des agents spécialisés sur la vie. On voit que la vie, c'est vraiment un produit qui a besoin de conseils, qui a besoin de se vendre. Les Français, en moyenne, je pense qu'ils pensent 10 minutes par an à l'assurance. Il y a des études qui ont été faites là-dessus. Donc il faut vraiment venir à leur contact. Donc typiquement, on va recruter 100 agents vie dans notre plan. Et puis sur le réseau salarié, on a aussi l'ambition d'installer 200 conseillers commerciaux supplémentaires. On en a 1000, on veut passer à 1200. Donc tout ça pour vous dire qu'on est vraiment dans cette logique. Et on a fait récemment l'acquisition de La Médicale, qui est un réseau d'agents spécialisés pour le monde des professions médicales. Donc voilà, on a vraiment on y croit vraiment. Et moi, ce qui me marque, c'est finalement que, comme on dit, les clients, l'assurance, c'est pas leur première préoccupation. Et qu'entre un client qui n'est jamais en contact avec son assureur et un client qui est contacté une fois par an, son score de satisfaction, qui est quelque chose qu'on mesure tous, il est 30 points au-dessus. C'est dire qu'il y a vraiment une dimension de rassurance, de confiance à l'heure où l'assurance devient un enjeu extrêmement fort par rapport aux préoccupations des Français. D'être là, d'être présent, d'amener toutes ces réponses à ces questionnements, c'est absolument clé. Et si en plus vous êtes capable de lui offrir un bilan, nous ce qu'on appelle chez nous un check-up annuel, et bien là votre score de satisfaction il augmente encore. Donc nous on croit à ça. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'ancrer notre marque comme un marqueur, comme un point de référence très important pour nos clients et les inscrire finalement dans la meilleure connaissance, meilleure appréhension de leurs besoins et comment est-ce qu'ils peuvent davantage être acteurs finalement aussi de leur assurance. Oui, donc, valeur du digital et valeur de l'humain. Donc, alors on va finir avec Sarah sur ce thème des agences, notamment CNP, vous avez des accords, BPCE notamment. Donc sur les agences bancaires, peut-être est-ce que vous observez la même chose qu'en assurance? Est-ce qu'il y a des décalages et comment vous y répondez dans vos enjeux? Alors, nous, effectivement, moi, je pense que je suis un peu dans un modèle différent de celui de mes collègues, parce que le point de départ, c'est qu'on n'a pas de réseau de distribution chez CNP Assurance. On opère en modèle B2B, 2C. Et alors, on a une marque qu'on veut forte, mais on a aussi une marque qui s'efface derrière celle de nos partenaires distributeurs. Et effectivement, nos grands distributeurs aujourd'hui, ce sont les banques. On est un banque assureur multipartenarial. Alors, je pense que du coup, ma vision, donc on est effectivement dans l'accompagnement de nos partenaires distributeurs. Peut-être deux choses. D'abord, les banques, parce que là, on a les banques, elles vivent de manière aujourd'hui, je pense, plus frontale et plus forte cette pression, la pression, parce que je pense qu'on peut quand même, et on doit parler de pression, qu'il y a sur les réseaux physiques, avec notamment le développement et l'accélération du développement des néobanques. Donc les stats, je pense que vous les connaissez de toutes. Enfin, je vais en donner quand même une. Il y a 40% des ouvertures de comptes qui sont aujourd'hui auprès des néobanques. Donc là, on est dans une pression concurrentielle directe et hyper forte que vivent, à mon sens, pas encore complètement les assureurs dits traditionnels. Donc ça, c'est en élément de contexte. Et après, le fait d'être un banque assureur aussi, ça nous prépare quand même également à une relation qui se passe plus en agence, parce que nativement, le banque assureur,
enfin l'assureur de la banque, il n'a pas cette relation en agence. On opère déjà depuis toujours sur des plateformes et puis aujourd'hui, évidemment, de plus en plus avec l'appui du digital. Donc je ne vais pas dire tout ce que mes collègues ont dit très bien sur le besoin de développer, enfin sur ce que représente finalement le conseil, mais nous, effectivement, c'est quand même notre conviction. Je pense que le premier point, c'est que croire en son réseau physique, et nos partenaires distributeurs, la Banque Postale, BPCE, croient en leur réseau physique, ça n'exclut pas du tout d'investir et d'investir massivement sur le digital. La manière dont on accompagne aujourd'hui nos partenaires banquiers, c'est effectivement les accompagner dans des parcours qui sont digitaux, certes, mais qui sont aussi de plus en plus omnicanaux, parce que je reviens, là, je pense qu'on est tous d'accord sur un point, c'est que le rôle de l'assureur ou du banque-assureur et sa valeur ajoutée va être de plus en plus sur l'accompagnement sur le long terme, sur la qualité du conseil, et donc les réseaux, les agences bancaires, elles vont se concentrer de plus en plus sur le conseil apporté au moment d'une opération complexe et l'accompagnement du client au moment où il en a besoin, soit parce qu'il a besoin de ce conseil, soit dans un moment qui peut être émotionnellement compliqué. Là, je pense aux sinistres, à des sinistres qui peuvent être graves. Et ce que ça implique, je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est de se poser la question de ce que ça veut dire aujourd'hui de penser sa présence territoriale. Notre premier partenaire en France, c'est la Banque Postale qui a 7000 points de vente, et des points de vente qui vont être conservés. Mais aujourd'hui, on voit que ça met les banques, les assureurs face à la nécessité d'investir, et d'investir beaucoup sur les hommes et les femmes. Tu en as parlé, Laetitia, il faut investir sur le conseiller. Le conseiller de demain, c'est un conseiller qui est vraiment très à l'aise sur du conseil, et du conseil on va dire de pointe, du conseil à très haute valeur ajoutée. Le conseiller de demain, c'est un conseiller qui est à l'aise avec les nouvelles technologies. On a parlé de conseiller augmenté, on a parlé d'IA, et c'est un conseiller qui est aussi à l'aise avec une relation qui devient protéiforme, parce que les clients ont des parcours aujourd'hui qui sont omnicanaux, c'est-à-dire qu'ils commencent un processus de vente en digital et puis ils le finissent au téléphone ou en face à face. Donc ça se gère aussi, le parcours omnicanal. Et donc il y a un vrai enjeu de transformation et d'accompagnement de la force de vente. Et puis à la fin, il faut qu'on donne le choix au client. Ça, je pense que ça, c'est ce qui est au cœur de la transformation. Le client, il doit avoir le choix entre le digital et puis aller voir son conseiller dans une agence. Et tout ça, ça implique aussi beaucoup d'agilité sur repenser mon maillage géographique, où je dois être, combien de conseillers il doit y avoir dans mes agences. Et le dernier point peut-être qu'on n'a pas abordé, c'est aussi un enjeu de modèle économique et un enjeu de comment on pense son offre. Parce qu'évidemment, les clients, quand ils pensent digitaux, ils pensent aussi moins cher. Et les banques digitales, elles se développent là-dessus, sur une offre hyper agressive. Et donc ça veut dire aussi penser le modèle économique de demain. Pour des assureurs plus traditionnels, pour des banques assureurs traditionnels, ça veut dire réfléchir, est-ce que je dois avoir des offres digitales qui sont gratuites, et avec une autre question sur laquelle je crois qu'on va revenir dans ce débat, qui est comment est-ce que je pense finalement, et comment est-ce que je justifie vis-à-vis de mon client la valeur que je suis en train de lui apporter par du conseil physique et par de l'accompagnement de proximité. Donc, plus de digital et plus humain, et plus d'IA, hein, donc que du plus. Et plus de croissance, parce que c'est quelque chose qui revient tout le temps. Justement, par rapport à ces nouveaux comportements, et on n'a pas des néobanques, et elle tire aussi tous ces sujets de open finance, open insurance. On a le débat à Bruxelles sur les projets de réglementation sur FIDA, Financial Data Access, qui permettrait d'ouvrir en fait les données des assureurs et des banquiers sur l'ensemble des contrats et des données des clients dans ces métiers-là.
Donc du coup, j'ai bien envie d'interroger Catherine sur ce modèle sujet Open Insurance et FIDA. Je crois que je suis la seule à être pour dans les assureurs, donc je vais y oui, aller. voilà. Hein. Je vais y aller, j'ai même fait une tribune dans les Échos pour l'affirmer. La position officielle, c'est plutôt anti pour les incumbents, comme on dit. La mienne, et puis vous c'est êtes plutôt pro, l'inverse. alors on est preneur de votre Je vais regard. quand même dire un truc, il y a 10 ans, quand il y a eu la DSP2, je dirigeais la banque de détail à l'époque et j'avais mes collègues banquiers qui faisaient un pushback absolument énorme avec toutes les choses de dire on va ouvrir la porte aux GAFAM, ça va être nan, etc., etc. Qu'est-ce qu'on voit? On est 10 ans plus tard. Bon, les banquiers traditionnels, ils sont bien là. Hein, ça n'a pas changé le modèle. Les GAFAM ne sont pas devenus des banques. Effectivement, il y a les néobanques, mais bon, c'est à côté. Ils ont des vraies licences bancaires. Donc le monde ne s'est pas écroulé. Et je pense que le sujet sur l'open insurance, c'est le même. Et c'est un débat. Moi, ça me dépasse qu'on puisse se dire qu'on est contre. Je ne comprends même pas le sujet. Dans un monde où on a l'IA, où on a maintenant des datas de façon mondiale, pour le consommateur final, mais ça va être un gros plus. Alors, je sais qu'il y a un argument autour de oui, c'est la fin de la mutualisation en assurance, etc. Mais honnêtement, qui va faire un tarif archi-individualisé? C'est juste impossible en assurance. Si on fait ça, en fait, on va perdre... on va perdre des sommes astronomiques en rentabilité. Donc je pense qu'il faut utiliser ça pour avoir un tarif qui soit extrêmement bien ajusté et en même temps garder des segments mutualisés. C'est un faux débat pour moi de dire ça. Donc oui, alors c'est sûr que quand on est Wacam, moi je suis déjà apaisée, je mise tout sur la plateforme data, donc on est prêt. Et par rapport à mes collègues, c'était quand même il n'y a pas si longtemps, j'étais dans leur situation. Donc j'imagine bien qu'il y a un chemin, mais il y a un chemin de préparation pour être prêt pour ça. Mais c'est un débat qui, dans le monde où on est aujourd'hui, avec le développement de l'IA générative, avec n'a pas de sens. Voilà ce que je dirais, parce que c'est lutter contre notre temps. Sarah, vous voulez réagir? Alors Catherine, tu vas être T'as le surprise. droit d'y aller, non, Sarah. pas du tout. En fait, tu vas être surprise. Je pense qu'on est d'accord sur quelque chose, c'est que l'open insurance, évidemment, c'est une opportunité. Et c'est une opportunité à commencer par les clients, parce que c'est plus de personnalisation, des tarifs plus justes. Donc oui, c'est une opportunité. Maintenant, je pense que tout le débat qu'il y a aujourd'hui autour de FIDA, c'est d'abord pour se dire que le texte ne convient pas. Je pense que ça, je le dis aussi de manière assez cash, mais c'est la position de la place. Le texte, il convient pas parce que il y a encore des lacunes, et ce sont des lacunes qui portent sur des sujets qui sont des sujets clés, qui sont des sujets de protection des assurés, qui sont des sujets de souveraineté numérique. Donc il y a encore beaucoup de points qui doivent être levés pour qu'on se sente à l'aise avec le texte. Pour tous ceux qui suivent l'actualité, il y a tout un débat, vous avez vu, autour des gatekeepers, c'est-à-dire les plateformes qui vont collecter la donnée et offrir l'accès à la donnée. Et ce sont des enjeux de sécurité, de protection de la clientèle qui sont des enjeux majeurs. Et aujourd'hui, donc on n'y est pas. Il y a aussi autre chose, là je reviens, tu opposais Wacam et des assureurs plus... Non, mais je pense que pour tout le monde, parce que finalement, je vois que nous aussi, nous aujourd'hui, on est très largement apaisés. Pour autant, on sait, ça fait partie aussi des dimensions qui vont pas dans le texte. On est sur des délais d'implémentation et des coûts qui vont être induits, parce que c'est quand même quelque part une règle. Enfin, on a besoin d'une réglementation de l'accès à la donnée, et ça va faire peser en même temps une charge énorme sur les assureurs. Donc on est sur des sujets de coûts, des sujets de délai d'implémentation. Et je reviens quand même sur le sujet de la mutualisation, parce que pour moi, ça reste tout de même à la fin un enjeu. Là, je m'écarte un tout petit peu de FIDA. Nous, ce qu'on voit bien, c'est que dans l'enjeu, on va en parler d'accessibilité à l'assurance, d'inclusion.
la mutualisation, c'est quand même ce qui permet aussi de faire entrer dans l'assurance des hommes et des femmes qui, autrement, n'y auraient pas l'accès. Ça, on le voit bien sur le sujet de l'assurance des emprunteurs, qui est un thème aussi... J'étais sûre que tu allais venir là. Évidemment, Perso, comme je défends l'inverse sur l'emprunteur. Faut pas que ça te churne. Non, C'est mais c'est des débats. Vous savez que je préside l'APCAD, donc un qui débat qu'on va s'est battu. Ouais, on ne s'est pas battu. Non, l'APCAD s'est battu pour que. Voilà, pas nous. Hein. Non. Non, mais en tout cas, c'est un débat qui, pour moi, reste là et qui reste un point d'attention extrêmement fort. Voilà. Donc on verra ce que les petits copains européens nous... Non, mais je pense que quand je dis que je suis ouvertement pour, ça ne veut pas dire que effectivement les textes sont parfaits aujourd'hui. Hein. Nous, on est à la manœuvre aussi pour faire bouger des choses, parce que là, je te rejoins, hein, Sarah, le texte tel qu'il est aujourd'hui n'est pas directement applicable, ça c'est certain. Mais dans ce que j'avais pu voir, il y avait une position de place qui était quand même contre, avant même d'aller jusqu'à ce que tu as développé, hein, Sarah. Donc moi, c'était sur ce point-là. Après, je te rejoins complètement sur le fait qu'il y a encore des sujets qui doivent être travaillés. Donc on va suivre ça, si ça s'éteint ou si ça se rallume dans les prochains mois ou années. Donc justement, continuons à parler de ce côté de partenariat B2B2C, notamment entre Wacam et CNP, parce que vous avez la particularité d'avoir des partenariats B2B2C, mais aussi à l'échelle internationale, européenne. Et ça, c'est aussi intéressant de voir, est-ce qu'on a les mêmes sujets, est-ce que, Catherine, tu parles de sujet de scalabilité, justement, pour être capable de passer des partenariats sur plusieurs pays. Comment vous approchez ça chez Wacam et quelle est votre vision là-dessus ? Je commence ou c'est... Oui, alors le modèle de Wacam, on travaille en LPS avec tous les pays européens. Alors maintenant, plus avec l'Angleterre, hein, on a dû monter une filiale. C'était aussi en LPS, mais post-Brexit, c'est plus possible. Donc, on a dû faire tout le chemin pour aller avoir l'approval de la PRA et monter une filiale, qui est vraiment un chemin compliqué. Mais pour le reste de l'Europe, on a en fait des agréments dans tous les pays. Et ce qui nous permet de distribuer dans tous les pays. Et ça, c'est une vraie force, parce que ça nous permet d'accompagner les plateformes. Je vais vous donner quelques exemples. On est l'assureur d'Uber, on est l'assureur de Deliveroo, on travaille avec Amazon aussi. Et ce que ça permet, c'est que j'aime bien Revolut. J'aime bien prendre l'exemple de Revolut. En 3 mois, on a déployé leur assurance voyage dans 27 pays en 3 mois. Et ça, c'est sûr que quand j'ai travaillé avant dans des groupes internationaux, je me souviens d'expériences chez Generali, le temps de mettre d'accord l'Allemagne, l'Italie, la France et tout, bon, c'est mort. Parce que chacun va défendre son PNL et on n'arrive pas à déployer ça. Donc ça, c'est une force du modèle. Donc ça veut dire qu'il y a aussi une capacité à produire les offres et à les adapter très rapidement sur l'ensemble des pays, avec des contextes différents. Et parce qu'on a les agréments dans tous les pays et qu'on peut travailler en LPS. Et c'est vrai que toutes les plateformes aujourd'hui, c'est ce qu'ils attendent. Ils ne peuvent pas attendre que pays par pays, on développe leurs produits. Et du coup, entre ces acteurs plateformes digitales et ou d'autres acteurs type, je sais pas, je crois que vous êtes d'accord avec Yamaha ou d'autres distributeurs plus classiques, il y a des différences justement d'approche Il y a des différences, mais en fait, on est revenu là-dessus puisque on est B2B2C et effectivement, on avait développé un policy admin basé sur la blockchain pour travailler en direct, en se disant qu'à un moment, certainement, le marché allait se désintermédier et c'était intéressant de pouvoir travailler directement avec Yamaha ou directement avec Amazon. Et en fait, on est revenu là-dessus en se disant qu'il y avait en fait des intermédiaires qui faisaient ça mieux que nous. Alors, ça pose la question de l'évolution du rôle du courtier. On le voit déjà en Grande-Bretagne, en France, ça vient toujours après. En fait, ils ont un rôle maintenant plus d'orchestrateur que de courtier au sens propre. Et on s'est dit, il vaut mieux s'appuyer que travailler directement. L'exemple de Yamaha, vous voyez, effectivement, on l'a toujours dans notre portefeuille, mais ça ne se développe pas. Peut-être donc Sarah, pour donner votre vision CNP, est-ce que c'est les mêmes types de partenaires, d'autres partenaires, quelle approche vous avez vis-à-vis de Wacam ?
Alors, on est, nous aussi, un modèle B2B2C, et on est évidemment un peu différent de Wacom, mais quand même, je pense que ce qu'on a en commun, c'est que voilà, le cœur de notre ADN, c'est ce B2B2C. Donc nous, on a aujourd'hui 350 partenaires, on a 2500 accords de distribution, et puis on est présent dans 19 pays. Alors c'est vrai que nous, notre modèle, on va dire, très historique, ce sont des accords d'abord nationaux avec des très gros réseaux de distribution. Mais ce modèle, il a quand même déjà aujourd'hui de très, très gros réseaux bancaires de distribution. Et ce cœur historique, il a quand même connu beaucoup d'évolutions. D'abord, on se développe de plus en plus en modèle ouvert, c'est-à-dire en étant dans une approche où on travaille avec une multitude de petits partenaires. Là, ce ne sont pas les mêmes muscles qu'on fait travailler. Ça veut dire avoir des offres sur étagère, des parcours digitaux plug and play. Et puis, on vient aussi sur ces sujets d'accords, alors je ne sais pas comment les qualifier, mais transnationaux, pan-européens, que tu évoquais, Catherine. Donc je pense que le meilleur exemple, c'est la joint venture qu'on a aujourd'hui avec Santander Consumer Finance, qui est vraiment pan-européenne. Donc on est basé avec cette JV à Dublin, mais cette JV, elle nous permet d'opérer dans 12 pays. On est présent dans 12 pays européens, pas la France. Et on va retrouver des clés du succès, je pense, que tu as évoquées. C'est-à-dire, l'enjeu, c'est d'être capable de créer un modèle qui soit vraiment plug and scale. Et donc ça veut dire des produits qui vont pouvoir être très rapidement adaptés aux spécificités locales. Donc tous les produits, en fait, ne sont pas candidats à des partenariats pan-européens. Des plateformes, il faut évidemment une plateforme opérationnelle unifiée qui permet de se brancher très vite avec le même partenaire partout. Et puis une capacité, là aussi tu en as parlé, à déployer rapidement dans plusieurs pays simultanément. Mais je pense que cette JV, elle constitue vraiment aujourd'hui le benchmark interne de ce qu'on sait faire en termes de partenariats, moi je dis transnationaux. Et c'est une dynamique, et là je rejoins aussi ce que tu as dit, on est sur une dynamique de développement de ces types de partenariats qui s'intensifie et qui s'accélère, aussi parce que la distribution d'assurance, elle évolue. Et tu parlais finalement de grands retailers, enfin de plateformes qui sont présentes partout dans le monde. Donc c'est un enjeu pour nous aussi. Comme je disais, tous les produits ne sont pas candidats à ce type de partenariat. Donc l'assurance affinitaire, c'est sûr, fait partie vraiment des projets qu'on cherche à développer et à scaler. Ça veut dire investir à nouveau dans des plateformes technologiques. Ça, je pense que ce sont des enjeux clés pour être capable de déployer vite. C'est aussi une autre manière de travailler sur de l'offre vraiment standard, quand c'est vrai, historiquement, CNP a fait beaucoup de sur-mesure et de haute couture pour des très grands partenaires. Voilà, mes axes de développement très importants pour nous également. Donc c'est possible de faire des partenariats pan-européens, mais il faut avoir le bon modèle, et c'est un vecteur de croissance pour les groupes, et les franchises peuvent y arriver. Donc c'est bien aussi de porter les couleurs au niveau européen. Justement, par rapport à la croissance, donc on va revenir sur une question flash, 30 secondes pour répondre. Tout ce qui est acquisition de compagnies, concentration, M&A, ou d'acteurs spécialisés, voilà, est-ce que c'est un axe de développement pour vous? Et si oui, sur quels axes? Ou au contraire, vous dites que c'est peut-être pas la peine, on va se concentrer sur la croissance organique et se transformer plutôt que d'acheter? Peut-être Laetitia, ça peut commencer. Je dirais, c'est comme d'habitude, c'est les deux. C'est les deux. On a, nous, un certain nombre d'exemples sur le plan stratégique passé, puisqu'on a fait l'acquisition, j'en parlais, de la médicale, une très très belle pépite
un réseau d'agents, une marque extrêmement forte, un leader sur le segment de la protection du monde médical. On avait aussi fait l'acquisition de plus petites structures, je pense à Alta Profit par exemple. Donc c'est quelque chose qu'on a toujours, et bien évidemment sur nos lignes directrices stratégiques principales. Mais bien évidemment, notre plan stratégique, il est vraiment fondé sur nos propres capacités, nos propres forces, notre ADN, nos ancrages qu'on a. Donc on ne bâtit pas un plan sur des acquisitions, néanmoins. Voilà, si elles se présentent, pourquoi pas. Opportuniste. Catherine ? Non, on axe vraiment tout sur la transformation interne et la croissance organique, parce que comme on est un animal un peu singulier, le marché européen, on a sky is the limit. Voilà. Donc on il faut qu'on pousse. La valeur intra déjà. Absolument. Pour vous, Sarah, sur CNP ? Je vais répondre aussi forcément les deux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les acquisitions, elles remplacent jamais le besoin de transformation interne. Donc nous, on investit dans cette transformation interne. Après, on ne s'interdit pas. Et en fait, si vous regardez notre track record, on ne s'interdit pas du tout. Bien au contraire, de faire des acquisitions. Le sujet, c'est toujours comment est-ce qu'on arrive à créer par le M&A de la valeur. Et donc ça veut dire, pour nous, aller chercher soit des opportunités qui nous permettent de nous diversifier. On est un assureur, non seulement un assureur très assurance de personnes, mais aussi un assureur qui est encore très épargne. Donc par exemple, la joint venture qu'on vient de lancer en début d'année avec la Mutuelle Générale pour faire de la prévoyance santé collective, c'est bien l'incarnation de cette diversification. C'est aussi le M&A une opportunité d'accélérer, d'aller plus vite. Donc dernièrement, on a annoncé aussi une transaction, là c'est au Brésil, on n'est pas sur le marché français, avec un très gros opérateur brésilien qui s'appelle Embracon, qui est spécialiste du consortio. C'est pas vraiment de l'assurance, c'est une sorte de tontine. Et là, on est vraiment dans comment est-ce qu'on accélère. Nathalie, sur Matmut ? Alors nous, bien sûr, on est sur l'interne, on transforme, on optimise, on renforce à l'interne, mais on est très ouvert. Hein, pour preuve, l'acquisition qu'on a faite en 25 d'HSBC Assurance Vie, devenue Corrège. Donc voilà, pour des raisons de diversification, on a rattrapé grâce à ça 30 ans de développement en vie qu'on n'avait pas fait pour des tas de raisons historiques. Donc, et je me souviens d'un journal qui titrait « Et soudain, la Matmut ». Donc voilà, on est très ouvert dès lors que ça présente un intérêt de diversification, un intérêt de renforcement sur un marché. Voilà. Ciblage et rattrapage. Et moi, je vais me positionner plutôt du côté transformation interne et croissance organique. Pour plusieurs raisons, même si bien entendu, on regarde quand même les opportunités, mais on a une activité qui est déjà très diversifiée avec tous les canaux, tous les secteurs d'activité, qui a une taille critique sur tous les secteurs. Donc la priorité des priorités, c'est vraiment la croissance organique. Et la croissance organique, je le redis, en volume, pour éviter de dépendre de l'effet prix qui a quand même été assez massif. Et je crois que ça vous fait une belle transition avec le sujet d'après. Ces dernières années. Vous avez gardé la parole, Céline, dans ce cas-là. Oui, parce que là, quand on vous entend, on entend que des projets de croissance, tout va bien. Enfin, ok, compétitivité et rentabilité, c'est comme des sujets, mais globalement, c'est une dynamique de croissance. Pour autant, quand on écoute la presse, quand on regarde les statistiques, on nous dit, oui, c'est un peu plutôt dépressif. On commence à avoir un début de déclin démographique. Les clients vont peut-être acheter de moins en moins de voitures pour les vélos. Donc du coup, est-ce qu'on n'arrive pas à un pic de maturité, que ce soit en yard ou en santé, et même sur l'épargne, si on se dit, on a parlé de coaching des millennials, mais bon, si demain ils vont sur les monnaies, les cryptos actifs, etc. Voilà, des questions. Donc comment voyez-vous cette évolution à 2030 et au-delà? Est-ce qu'il y a encore des perspectives de croissance ou au contraire on va vers un tassement du marché? Alors vaste question. C'est effectivement un sujet. On a vu plus particulièrement sur le yard le marché se tasser un peu, voire un retournement de cycle qui s'amorce sur la partie entreprise.
On s'y prépare et donc je pourrais, je pense que citer au moins 50 d'initiatives qui visent quelque part un peu à nous immuniser et à préparer le futur. J'en ai choisi 3. L'un, c'est la diversification, donc c'est ce que je mentionnais avant. C'est clairement un atout. On est sur tous les marchés, donc la santé, la prévoyance, la vie, l'entreprise, les partenariats également, B2B2C. Donc, quand le yard se tasse un peu ou quand un cycle se retourne, on est un tout petit peu plus serein parce qu'on a cette diversification. Le deuxième axe qui est beaucoup moins travaillé, qui est donc clairement une priorité sur laquelle on va insister dans les prochains mois, prochaines années, c'est la compétitivité. Effectivement, alors c'est particulièrement vrai sur le yard du particulier ou la santé individuelle. Chaque euro est un euro qu'on refacture au client et ça commence à devenir compliqué. C'est aussi un des sujets qu'on attaque avec l'assurance inclusive, mais on en reparlera. Donc compétitivité, essayer d'être plus efficace. Alors compétitivité, ça ne veut pas dire plan de départ. Ça veut plutôt dire, puisque c'est relié à la croissance, donc ça veut plutôt dire faire plus avec les mêmes moyens. Voilà, ça c'est l'objectif qu'on se fixe sur les prochaines années. Et le troisième point, je dirais que c'est l'innovation. Et là, je me permets juste de séparer peut-être un peu le marché de l'entreprise sur lequel on est sur une thématique plutôt de retournement de cycle et où là, on va avoir une stratégie qui a déjà été amorcée mais qui va être encore plus accentuée de développement de services à valeur parce qu'on pense que c'est ça qui fait la différence pour le client corporate, pour garder sa préférence. Donc des services à valeur sur la prévention, sur la continuité d'activité, voilà. Donc c'est vraiment développer l'expertise de la connaissance du métier. Il y a bien sûr être particulièrement attentif et toujours un œil sur la technique, la souscription, mais je dirais que c'est vraiment développer ces services à valeur ajoutée. Et sur le marché du particulier, là, il me semble que la problématique ou le risque auquel on fait face, c'est plutôt celui du décrochage d'une partie de la population française. Une partie de la population française qui commence à trouver que l'assurance est très chère, qui a du mal à boucler son budget et qui donc commence, et ça on le voit dans les statistiques qu'on produit, dans nos observatoires, qui commencent à faire des mauvais choix. Donc on commence à voir apparaître de la malassurance, voire de la désassurance. Et ça me semble être quelque part je dirais pas que c'est un mur, mais en tout cas c'est une difficulté à laquelle on va se confronter dans les prochaines années. Et là-dessus, c'est précisément la raison d'être du programme d'assurance inclusive qui nous permet d'affronter cette réalité de la société française et de transformer nos activités. Ouais. On ne spoil pas parce qu'on va y revenir juste Exactement. après. Nathalie, du coup, tassement du marché, oui, non ? Alors, oui. Alors nous, c'est la raison pour laquelle, effectivement, on diversifie, on rééquilibre nos activités. Confère ce que je disais tout à l'heure à propos de l'acquisition de HSBC Assurance Vie, ça nous permet d'équilibrer aussi les choses. Après, notre produit d'appel, ça reste quand même chez Matmut Liard de particuliers, avec effectivement des marges qui se tassent. Alors, Liard reste rentable chez nous, c'est hyper important que de rentabiliser son cœur de métier. On a plusieurs axes de travail. Le premier, c'est tout ce qui est lié à la prévention, comment passer d'une assurance réactive à une assurance proactive. Et donc là, je sais que vous en parlez cet après-midi, mais très clairement, on est sur la prévention des risques, auto, habitation, santé, avec des logiques de services d'alerte, de coaching, de tests autour d'objets connectés. Également, incitation comportementale. On a sorti l'année dernière une garantie qu'on appelle l'éco-malin en auto et qui permet aux clients d'avoir une réduction de cotisation dès lors qu'à la souscription, ils s'engagent à fréquenter notre réseau de garages agréés et à valider l'emploi de pièces de réemploi dès lors que l'expert le préconiserait. Donc tout ça, ça contribue effectivement à la maîtrise de la charge et donc à la rentabilité du système. Deuxième élément de taille, c'est la discipline technique. Notre tarification, elle est de
plus en plus fine grâce à la data, grâce à la segmentation. Et donc ça, on continue à le travailler. Il faut aussi accepter de se désengager d'un certain nombre de segments qui ne sont pas rentables. Ça a été le cas chez nous pour les jeunes, par exemple, pour lesquels on a trouvé d'autres solutions que l'assurance grand public, on va dire, de monsieur et madame tout le monde. Donc c'est quand même le stop à cette logique de recherche de volume à tout prix. C'est quand même beaucoup plus segmenté, beaucoup plus affiné. Et puis, c'est la simplification assez drastique de nos postes coûts par l'automatisation, par le self-care, sans dégrader l'expérience client. Le troisième point, c'est tout ce qui tourne autour de la relation, justement. Conquérir, ça coûte cher. Fidéliser, ça coûte moins cher et ça rapporte. Et donc, c'est tout ce qui tourne autour de la fluidité de nos parcours, de la proximité, de la confiance, etc., que j'ai déjà abordé. Voilà. Donc, c'est comme sous pression, il faut être beaucoup plus sélectif et donc ça affiner les approches de plus en plus techniques. Laetitia, vous disiez en préparation que vous étiez plutôt quand même optimiste, alors peut-être pour généraliser pour le marché. Alors, en fait, moi, franchement, je trouve qu'il y a un peu de sinistrose dans tout ce qui a été dit là. Et moi, je m'inscris un petit peu en porte-à-faux vis-à-vis de ça, parce que je trouve que on est dans un continent en Europe à 1%, le continent 1%, la croissance à 1%. Et en fait, quand on regarde les stats de l'assurance, on parie pas là-dessus. Mais quand on regarde sur une tendance longue, on est tout le temps à plus de 5% de croissance du marché. Okay, en santé-prévoyance, on le sait, en IRD, etc. Pourquoi ? Parce qu'il y a encore des poches d'assurance à aller conquérir. On sait bien que tout le monde n'est pas assuré pour tout. Il y a des nouveaux risques qui émergent, que ce soit du cyber. En santé, on l'a bien vu aussi. La raison d'être d'un 100% santé, de contrat responsable, de l'ANI, l'ANI de la santé, tout ça, ça veut dire qu'il y a encore des gaps de protection. Donc il ne faut pas se sentir prisonnier de ça. Et puis, bien évidemment, c'est vrai que là, on vient de quelques années où on a été porté par l'inflation. Parce que on a bien évidemment le dérèglement climatique. Il y a vraiment des tendances structurelles qui font que le coût de l'assurance va augmenter. Parce qu'il y a eu aussi le pic inflationniste suite à la guerre en Ukraine, etc. Et puis aussi, je dirais, le risque France, le risque, y compris dans sa dimension politique, avec les émeutes, etc., fait que l'assurance, la réassurance, ça coûte cher. On est au même niveau de risque que l'Afrique du Sud pour les réassureurs. Donc tout ça, ça veut dire que quelque part, la matière assurable, il ne faut pas être inquiet, elle est là, elle est présente et elle ne va pas se tarir quand on regarde les grandes transitions vers lesquelles on est. Après, je pense que la vraie question de la pression, pour moi, elle vient de la valeur utile pour le client à l'époque où, évidemment, son pouvoir d'achat, il est énormément sous pression. Et ça, c'est vraiment pour nous l'enjeu dont on doit tous, et on voit bien c'est vraiment ce que disent ces témoignages. On s'en empare comme étant le trésor et ce qu'on doit protéger aussi. C'est cette notion de valeur utile pour nos clients. Alors, bien évidemment, ça veut dire quoi ? Alors, je pense qu'on a beaucoup parlé déjà sur les approches clients, la perception, le besoin de conseils, de proximité avec nos clients. Donc ça, c'est un premier axe qui est très fort, cette expérience client au service de leurs besoins. Le deuxième axe pour moi qui est très fort, c'est l'offre. Je veux dire, sur l'offre, nous, on ne cesse d'essayer de se réinventer pour aller sur des nouveaux territoires, le cyber, le photovoltaïque, des offres de spécialité, y compris sur l'assurance pour les entreprises où il y a un déficit d'assurance globalement sur tous ces territoires. Et puis le point sur lequel je voudrais vraiment aussi insister, c'est ce qu'on a dit. Il y a un enjeu finalement de tarification et d'offrir la meilleure valeur pour nos clients. Et donc là, je rejoins tout ce qui a été dit sur l'efficacité opérationnelle. Nous, on a des stats qu'on trouve très très intéressantes. Sur la période 18-24, on a 2% de moins d'inflation de nos coûts des réparations que la moyenne du marché. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est réinvesti au bénéfice du client. Et avec des logiques de dire on travaille avec des réseaux, avec une co-entreprise par exemple en IARD, avec nos agents pour la gestion des sinistres, et on va orienter nos clients vers des réparateurs, des glaciers, etc. On va leur proposer des offres, parfois en cash s'ils sont capables de faire des petits travaux eux-mêmes. On va sortir d'une logique de réparation à neuf. L'utilisation des pièces détachées
x3 pour nous sur les dernières années, etc. Donc on est vraiment dans cette logique aussi de remplacement, d'économie circulaire. Comment est-ce qu'on peut soi-même faire des choix un peu plus responsables, amener nos clients sur ces territoires pour quelque part diminuer la facture. Et c'est vrai aussi que pour venir en complément de toute cette logique industrielle, comment faire baisser ces coûts. On a aussi bien évidemment par tout ce qu'on fait, avec la data, comment on est plus intelligent et comment cette intelligence, on la met au service de nos clients sur la souscription, l'indemnisation, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment le cœur de nos métiers, le cœur de nos savoir-faire. Et c'est comme ça qu'on trouvera le bon équilibre, à mon sens, pour nos clients. Mais voilà, mais soyons un peu optimistes. Il y a un cycle qui se retourne, mais il y a quand même un champ de l'assurance sur lequel jouer qui est encore très important. Il faut se bouger, Ouais. ça évolue. Et de côté Wacam aussi, vous... Oui, moi je voulais ajouter, d'abord moi je suis comme Laetitia, je suis optimiste hein, et je ne suis que sur l'IARD, puisque je n'ai pas la possibilité comme vous de diversifier sur d'autres marchés d'assurance. Mais je suis comme toi, je suis optimiste. Alors première chose, je crois que c'est toi qui évoquais les mégatrains sur lesquels vous avez travaillé dans votre plan stratégique. Nous on a fait la même chose et on en a identifié 4. Tout ce qui tourne autour de mobilité on the move, et Dieu sait s'il y a dans la partie motors, il y a des choses qui évoluent. Tout ce qui est autour des singletons, parce qu'on voit bien aujourd'hui que la tendance de gens célibataires, et ça crée des nouveaux besoins en assurance, le bien vieillir, évidemment, et puis l'économie virtuelle. Et on a travaillé en fait sur ces 4 mégatrains pour voir comment on pouvait faire évoluer notre offre. Après, je pense que sur la réduction des marges, vous l'avez tout dit, Premier point, l'efficacité opérationnelle. Je pense que ça, on ne peut plus y couper. Et on a l'IA, on a plein de choses pour pousser l'automatisation et des process end-to-end. La deuxième chose, c'est la diversification. Et alors, pour le coup, moi, je ne vais pas parler de diversification par marché, mais de diversification sur le territoire européen. Je vais vous donner un chiffre sur la réassurance en auto. Alors, prenez pas mes chiffres parce que dans les grands groupes, vous avez des seuils qui sont beaucoup plus hauts. Moi, j'ai des seuils plus bas parce qu'on est plus petit. Mais le XOL sur l'auto, 8% en France, 1,5% en Italie, 1,2% en Espagne. Pourquoi ? Parce que ces pays-là ont légiféré pour caper le coût des corporels. Et ça, c'est quand même un vrai sujet qu'on a en France. On a le même au UK, c'est pas capé. Et je pense qu'effectivement, ça, c'est des choses... Alors, donc nous, on travaille beaucoup sur la diversification. Et puis, le troisième sujet, c'est la discipline tarifaire. Donc, vous avez parlé d'un tarif ajusté, etc. En Angleterre, on a la possibilité de changer les tarifs toutes les semaines. Alors, on est en pricing dynamique, on les voit chaque semaine, on réajuste. Ça, évidemment, impossible de le faire en France. Mais néanmoins, nous, on a mis maintenant dans les contrats de nos partenaires la possibilité de faire évoluer le tarif. On ne peut plus se dire qu'on fait un tarif, puis on attend un an de voir ce qui se passe. Donc ça, nous, on l'a mis maintenant dans nos contrats pour avoir un pricing un peu plus dynamique et mieux ajusté. Donc, très intéressant de voir que c'est la finesse technique, c'est la fin de l'abondance, la garantie à un coût, à Smoletis, donc des arbitrages. Donc on va revenir sur ce que tu as commencé à aborder, Céline, sur les assurances inclusives. Justement, parce tu commences à dire qu'il y a des clients qui commencent à sortir des offres, à se désassurer. Donc est-ce que c'est une réponse à ce genre de phénomène ? Et puis, voilà. Quelle réflexion vous avez eue au sein d'AXA pour lancer une gamme complète d'assurances inclusives en France et à l'étranger ? Et peut-être un petit préambule, même si je vais essayer d'accélérer parce que je vois que le temps file. Un petit préambule, c'est qu'on a appelé ça assurance inclusive. Je sais que ce n'est pas une dénomination qui est marché et qu'on a tous des définitions différentes. Donc je vais essayer de préciser ce qu'on essaye de faire. Et deuxième préambule, moi, dans mon programme, je travaille avec les 2 marques, Direct Assurance et AXA France, mais je vais plutôt axer mon propos sur AXA France parce que c'est là qu'on a, on va dire, le point de départ qui est le plus loin de cette cible. Et je pense que ce n'est pas le cas de tous les intervenants ici. Donc, notre programme, il répond aussi à un besoin stratégique d'assurer et de continuer à assurer toute la société française, ce qui était moins devenu le cas ces 10 dernières années. Donc moi, je parle aussi d'un point de vue AXA France qui
ça ne vous aura pas échappé, était un petit peu plus axé sur des CSP+, que des CSP-. Voilà, donc c'est peut-être mon préambule. Donc rapidement, ça fait suite effectivement à, on peut appeler ça des mégatrends, donc des études que nous avons faites sur la société française et les grandes tendances, qui ont déjà quelques années, et des constats autour d'une population française qui, alors je vais être un peu sinistre quelques minutes, mais rassurez-vous, ce ne sera pas très long, qui quand même a une tendance à se paupériser. On a une accumulation de gens qui gagnent le SMIC ou autour du SMIC. Quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet, c'était 25%, aujourd'hui c'est 28%, donc ça va quand même assez vite. Et on n'a pas forcément, en tout cas chez AXA France, les offres, mais aussi les process, les services. Ça va au-delà de l'offre d'assurance, hein, c'est aussi la façon dont on traite les encaissements, les décaissements, la façon dont on les reçoit en agence. Enfin, c'est vraiment à 360 qui était adapté à ce type de public. Voilà. Donc on a de plus en plus de Français qui sont un peu bloqués autour du SMIC. Une stat que j'aime bien citer, c'est celle du 10 du mois. Hein. Le 10 du mois, en moyenne, dans le portefeuille de ces Français, il reste 90 €. Le 10 du mois, c'est quand toutes les factures obligatoires sont passées. Donc si vous êtes un assureur sérieux et pas très flexible, ce qui est un peu la définition d'AXA France, vous passez avant le 10 du mois, parce que vous ne voulez pas vous retrouver vers la fin. Mais dans la vie des Français de tous les jours, quand il reste 90 €, le moindre pépin, c'est une catastrophe. Voilà. Et puis, je vais pas aller, parce que je pense qu'évidemment, ça touche les sujets quelque part qui vont largement au-delà d'une seule compagnie, mais qui sont des sujets de place, qui est ce que l'assurance est encore quelque chose d'abordable en 2030, en 2040, en 2050. Voilà. Donc, en gros, vous avez compris, ça fait 2 ans qu'on a lancé un programme de transformation interne qui est assez vaste. Et on a bien entendu, c'est un work in progress. Hein, on a 2 ans, mais on se projette encore au minimum à 10 ans pour continuer et finir cette transformation. Et ça vise à adapter, donc à transformer nos offres, développer de nouvelles offres quand on voit, par exemple, des nouveaux risques apparaître. Et ces nouveaux risques qui sont nouveaux risques ou des risques qui montent dans la perception des Français. Je pense qu'il y a un peu des deux. Et ils sont nombreux. Et c'est souvent des risques qui sont plus sensibles pour des populations fragiles. Donc on a une accumulation de, quelque part, ces populations, elles cristallisent une perception des risques qui est de plus en plus forte. Je peux en citer quelques-uns, mais en gros, difficultés financières, séparation, isolement, clairement, le coût de la santé, la prévision de la retraite, voilà, toutes ces thématiques, harcèlement scolaire, violence conjugale, c'est venu de là aussi. Donc toutes ces thématiques, elles existent dans la tête des Français de plus en plus, et en particulier des Français plus fragiles. Et le deuxième aspect qui est intéressant pour un assureur, c'est que c'est aussi ces populations, quand on les interroge, qui ont le plus peur de l'avenir et qui expriment le plus fort besoin de protection. A priori, en tant qu'assureur, on se dit qu'on a un truc à faire sur ces populations. Voilà. Et peut-être le dernier point, parce que je ne vais pas citer tout ce qu'on a commencé à faire, mais on pourra si on a le temps. Mais voilà, est-ce que ce sont des offres séparées ou c'est juste des modulations d'offres ? Est-ce que c'est un portefeuille qui est à côté du portefeuille général ? Non, alors c'est pas du tout un portefeuille qui est à côté. C'était peut-être mon dernier point. Donc c'est des nouvelles offres quand c'est nécessaire. Exemple, notre gamme du Pro était pensée pour des PME et pas pour des micro-entrepreneurs. Donc là, il manque un trou, il manque un produit, on développe un produit. Mais c'est aussi et surtout la transformation des offres existantes. Je cite 2 exemples rapides. On avait un produit obsèque. Alors le produit obsèque, c'est hyper utile pour ce type de population, mais c'est juste incompréhensible. C'est compliqué, ça a mauvaise réputation, bref, c'est l'enfer. Donc on a travaillé sur une simplification de cette offre, sur une compréhension, sur la remise au goût du jour. Et donc, effectivement, on voit que quand on travaille ces aspects-là et qu'on explique clairement en quoi consiste une assurance obsèque, ça fonctionne. Mais c'est bien du cœur de gamme, on n'est pas sur une gamme à côté. Deuxième exemple, qui n'a rien à voir avec une offre, et sur laquelle je pense qu'on était en retard,
donc je ne le dis pas en mode cocorico, c'est qu'on a revu toutes les thématiques d'encaissement, de décaissement. Donc le comptant, par exemple, demander 3 mois d'acompte à quelqu'un, quand il reste 90 € le 10 mois, c'est pas possible. Voilà, donc c'est exactement le genre de choses qu'il faut changer. Les franchises, c'est pareil. Les franchises auto, 500 €, 600 €, très compliqué. Donc il faut travailler le paiement en 3 fois, qui est un feature assez classique sur un marché. Voilà, donc c'est cœur de gamme. C'est cœur de process. Quand on change quelque chose, on le fait pour tous les Français. Mais c'est vrai que ça vise à être un peu plus ouvert, un peu plus accessible sur ces populations plus fragiles. Merci Céline. Je ne sais pas si vous voulez réagir côté Wacam ou CNP. Non ? Oui. Moi, je veux bien réagir. Alors, je vais pas du tout répéter, Rapidement. mais le sujet de l'assurabilité, enfin de l'accès à l'assurance, c'est-à-dire l'assurabilité et puis la protection des plus vulnérables, c'est un sujet qui est au cœur de la raison d'être de CNP Assurance. Donc, je vais rebondir sur un certain nombre de choses qui ont été dites par Céline. D'abord, pour faire le lien aussi avec ce qui a été dit sur les opportunités, enfin sur aller chercher de la croissance et du développement en assurance, la protection de la vulnérabilité, c'est quand même un facteur de transformation du marché. Et pour revenir sur quelques stats, c'est 4 milliards de personnes dans le monde qui sont peu ou pas assurées. C'est 25% de la population européenne. Et en France, il y a presque un Français sur 3 qui se déclare vulnérable. Deuxième point peut-être, quand on parle d'inclusion et quand on parle de fragilité, c'est très important, je voudrais insister là-dessus, sur de se dire qu'on ne parle pas uniquement de la fragilité financière et des Français à qui il reste, évidemment, ça c'est le point de départ, à qui il reste 80 € le 10 du mois. La fragilité, c'est aussi une fragilité liée à la santé, liée à l'isolement. Et donc notre action, nous on travaille vraiment pour essayer de couvrir tous ces sujets et de les couvrir effectivement de différentes manières. Alors on a effectivement des offres à destination des plus fragiles parce que nous on est un assureur français mais on est aussi un assureur international. On est particulièrement gros au Brésil où il y a vraiment cet enjeu d'accès à l'assurance et tout ça nous a conduit à vraiment bien identifier le besoin de développer des gammes dédiées. Donc là on parle de produits de micro-assurance, mais ce n'est pas seulement effectivement le sujet de l'offre dédiée, c'est aussi le sujet de comment on permet de faire rentrer des assurés. Donc je reviens sur le sujet de l'assurance des emprunteurs. On a rendu accessible aux femmes qui avaient eu un cancer du sein, aux hommes qui ont eu un cancer masculin, l'accès à l'assurance. Et ça, c'est un sujet derrière. Donc ça, c'est le second point. Donc là, on est sur des enjeux, certes des enjeux de résultats techniques, de pricing. On est aussi sur des enjeux, c'est un thème qui est important pour nous, de mutualisation. On est sur faire rentrer dans l'assurance des gens qui n'auraient pas accès si on n'était pas capable de mutualiser sur une base très large d'assurés. Et puis, peut-être le dernier point, ce sujet d'inclusion, c'est pas uniquement le sujet du produit. On revient aussi sur des thèmes qui ont été largement évoqués, qui sont des termes d'efficacité, de digitalisation, de qualité du pricing, et des thèmes. On parlait aussi de la présence des réseaux physiques, sont aussi des thèmes d'accessibilité géographique. Donc, on travaille nous chez CNP Assurance sur ces enjeux à 360, et on a vraiment au Brésil un laboratoire très important pour nous, ce qui nous permet aujourd'hui de couvrir plus largement le territoire. On a 15 produits qui sont dédiés à des populations vulnérables qui couvrent aujourd'hui plus d'1 million de clients. Une belle ambition. Oui, Catherine, tu veux compléter Sauf si rapidement ? on n'a plus le temps. Oui. On n'a plus le temps. Alors, il nous reste 2 minutes, on n'a pas d'autres Moi, je questions, peux dire mais un truc, rapidement. On est une société à mission chez Wacam, donc bien sûr, on a fait notamment le produit MRH Mérite Paris, qui est en train de se développer un peu partout. Ce que je voulais ajouter, donc on travaille comme tout le monde sur ces sujets, mais quand même pour avoir passé 11 ans à la Banque Postale en travaillant avec 17 associations, le Secours catholique, etc. On s'est beaucoup échiné sur ce sujet et je voudrais juste dire qu'il n'est pas simple parce qu'il ne faut pas se dire que ça va être un produit d'assurance low cost parce que ça ne marche pas comme ça. Et donc le sujet reste que ça soit une MRH, alors la MRH, on peut tout de suite se dire bon, il n'y a pas de bien à protéger, donc on enlève ça, enfin, et ça marche pas comme ça. Donc moi, je suis contente aujourd'hui parce que à l'époque, on était un peu seul à la Banque Postale. Aujourd'hui, je vois bien que tous les assureurs, ce que tu disais sur AXA, ont pris le sujet à bras le corps et c'est un vrai sujet sur lequel il faut tous qu'on se concentre. C'est plutôt
intéressant pour l'image des assureurs, le rôle sociétal. Notre rôle sociétal, Ouais, on a un vrai rôle sociétal, je crois que ça a été très bien dit ici. Et moi, tout ce que je voulais dire, c'est que je me suis sentie très seule pendant longtemps à la Banque Postale sur ces sujets-là, en même temps en banque publique. On était évidemment obligés de prendre le sujet. Et aujourd'hui, moi, je suis très heureuse de voir que tous les groupes d'assurance se concentrent sur ce sujet. Pour finir ce chapitre sur la matière assurable, voilà. Donc on a évoqué aussi un peu le rôle de la prévention, qui est aussi un moyen, les services, ça s'est un peu effleuré dans cette intervention. Donc j'aimerais bien qu'on y retourne sur justement comment la prévention ou les services peuvent aider justement les assurés ou les assureurs à boucler la boucle là-dessus et à la fois rendre des services, mais améliorer l'expérience, mais aussi avoir des gains techniques ou d'accessibilité à l'assurance. Laetitia, si tu veux. Oui, et ça va faire le lien avec ce qu'on a dit précédemment, parce que c'est vrai que nous, on voit bien qu'on a un réel enjeu qui est celui de l'assurabilité et du coût de l'assurance, et que si on n'y fait rien, on n'a pas envie de devenir la Californie. Et donc nous, on a mis vraiment la prévention au cœur de notre nouveau plan stratégique. Et on le regarde aussi en essayant, au-delà de l'horizon de ce qu'un Generali peut faire tout seul, c'est le faire aussi avec d'autres, parce que l'enjeu, il est tellement important qu'il faut aussi aller avec ce dont on n'a pas l'habitude, le privé, le public, d'autres concurrents, etc., mais travailler à des solutions. Il y avait une étude de la CCR qui est sortie, que je trouve très intéressante, c'est que sur les risques naturels, 1 euro investi, c'est 8 euros économisés. Donc je pense que par rapport aux problématiques de pouvoir d'achat, ça raconte beaucoup. Et donc nous, vraiment, on s'est vraiment embarqués pour faire en sorte qu'à l'horizon de notre plan, tous nos clients soient sensibilisés à la prévention, quelle que soit la nature dans laquelle ça peut s'exercer. Et je prendrai vraiment un exemple pour aller rapidement. C'est vraiment celui pour nous qui nous tient peut-être le plus à cœur, c'est celui vraiment du climatique. Donc on a plusieurs actions emblématiques, hein, vous savez, le ballon de Paris qui flotte et qui sensibilise sur ces problématiques de réchauffement et de coût du dérèglement climatique, et ce qui est vraiment un véritable laboratoire volant. Et pour nous, on utilise toutes ces datas. Ça a l'air ludique, mais derrière, c'est un énorme labo. Et puis ça fait 10 ans qu'on travaille avec notre Climate Lab. On a des spécialistes très très bien formés. Et puis hier, je voudrais citer, on a fait une conférence de presse pour annoncer la création de Geoia, qui est une plateforme de prévention en risque climatique, qui est pour moi quelque chose d'inédit, parce qu'on s'est associé avec d'autres assureurs, donc avec Maïf, avec la Société Générale, aussi avec des partenaires d'experts que sont Saretech, domaine de l'expertise en indemnisation, mais aussi avec Vinci et Sixsense, qui sont des spécialistes de la réparation et du bâtiment. Pourquoi ? Pour offrir aux clients, mais pas seulement aux clients, c'est aussi quelque chose qu'on veut ouvert à d'autres assureurs, à d'autres clients, sur comment est-ce qu'on peut finalement aider les gens à être acteurs de finalement leur risque, et pas seulement payer pour oublier, mais vraiment être au cœur de ce dispositif, et en amont, être capable de faire des diagnostics de risque, les aider, de prévention, monter avec eux un plan de prévention, et puis les aider à trouver les financements, les aider dans les travaux, tout ce qui doit être mis en œuvre. Donc c'est à la fois pour les particuliers, les entreprises, mais voilà, pour moi, ça, c'est des engagements concrets qu'on met au service finalement de l'assurabilité de nos territoires et de nos clients, et aussi du pouvoir d'achat, et sur lequel, que vous dire, on verra comment est-ce que dans les années, quel est l'écho que ça en a, comment le service prend. En tout cas, c'est des expérimentations qu'on ne veut pas rater. Ça répond à un besoin extrêmement fort, et on met beaucoup d'énergie dans ces initiatives très concrètes. On dit des fois l'assurance, c'est pas concret. Je pense que ça, c'est extrêmement concret. Et responsabilisation donc des assurés, co-construction. Peut-être Nathalie, je ne sais pas si tu veux réagir là-dessus sur la prévention. Non, je pense que tout a été dit. Nous, c'est un sujet qui nous préoccupe énormément aussi. Je trouve très intéressant votre initiative. Et je veux bien qu'on en parle après, d'ailleurs. Voilà. C'est le moment. On fait des connexions. Ok, bon, si on peut clôturer le chapitre de la prévention, si personne ne va réagir.
Comme il nous reste peu de temps, je vais zapper 1 à 2 questions. On va aller directement à un sujet qui intéresse tout le monde, c'est IA et technologie. On a un petit peu exploré le sujet. J'ai une première question flash, c'est combien de personnes travaillent sur le sujet IA dans votre compagnie? Si vous avez une idée déjà, est-ce que vous les comptez? Est-ce qu'on ne sait pas du tout? Et qu'est-ce qu'on met dedans? Je ne sais pas qui veut se lancer. Allez, moi j'ai demandé. Je vous lis la réponse. Non, la première réponse, en vrai, qui m'a été faite, et c'est une réalité, c'est que c'est l'affaire de tous. Donc, c'est pas qu'une question de compter le nombre de personnes qui sont en train de développer des solutions, c'est que c'est vraiment le sujet de tout le monde. Voilà. Ceci dit, j'ai quand même eu la réponse. Donc, nous avons actuellement 700 collaborateurs qui travaillent directement sur les développements de sujets d'IA, IA générative, data. Et ils sont répartis dans 15 métiers, que j'ai pas tout listé, mais data scientist, data engineer, voilà. Nous avons 1500 personnes qui ont été formées à Power BI, SQL, Python, voilà, et 3500 qui font partie d'une communauté qu'on anime, qui sont des communautés qu'on alimente, qu'on forme, et qui sont plus sensibles aux thématiques de data et IA. Et de façon beaucoup plus pragmatique et terre à terre, on a un collab sur 2 qui utilise de l'IA générative au moins une fois par semaine, donc de façon très soutenu. Voilà. Pour les quelques chiffres. Non, super. Nathalie, tu as les chiffres ou pas? Alors, oui, alors moi j'ai fait une estimation. Alors je passe les gens qui testent les use cases. Hein. Je suis vraiment sur ceux qui sont, on va dire, les mains dans le moteur et qui avancent sur l'IA. Je dirais une centaine. Il y en a une centaine aujourd'hui chez Matmut. Voilà, sur 6800 collaborateurs. Alors, c'est l'affaire de tous. On utilise tous l'IA à titre perso ou pro parce qu'on a effectivement, on va nous mettre à disposition les bonnes licences qui permettent de sécuriser un peu le truc et d'être. Mais voilà, mais des gens qui vraiment sont sur la data, sur les développements, c'est une petite centaine. Une centaine d'experts. Ouais. CNP, Sarah? Je vais commencer par rappeler que je suis beaucoup plus petite que mes collègues. Donc nous, on est 4000 collaborateurs en France et on n'a pas de réseau de distribution. Alors j'ai aussi posé la question. Juste quelques chiffres par ordre croissant. 20, alors c'est tout petit, 20, mais c'est le nombre d'équipiers qu'on a dans notre Data Lab. Et c'est intéressant parce que le Data Lab, c'est pas une création de l'année dernière. Nous, chez nous, il existe depuis 2015. Et vraiment pour produire des solutions sur étagère qui utilisent l'IA. Deuxième chiffre, 600. C'est le nombre de développeurs aujourd'hui chez nous qui utilisent quotidiennement l'IA pour produire leurs éléments de code. Et puis après, je vais aller un peu plus loin. Effectivement, l'IA, c'est l'affaire de tous. Donc, on a 100% de nos collaborateurs aujourd'hui qui sont équipés de la version de base de Copilot. 500 collaborateurs à l'heure où on se parle qui ont la full version de Copilot, qui ont été formés notamment au prompt et qui donc contribuent à alimenter des bibliothèques de prompt pour l'entreprise. Il y en aura 1500 de plus à la fin de l'année et 2000 collaborateurs qui auront accès à une plateforme de formation continue sur le prompt. Merci pour ces précisions. Puis on voit que c'est la géométrie variable selon l'expertise. Catherine? Alors non, vraiment tout petit, puisqu'on est 300 collaborateurs. Un pourcentage. Mais bon, nous, alors, c'est vraiment tout le monde. Donc on a, dans les équipes data, tech, c'est 54 personnes sur 300, c'est beaucoup quand même. Ça représente, parce que c'est le cœur de Wacom, qui est une plateforme digitale. Et on a 5-6 personnes qui ne font vraiment que ça sur l'IA. Mais sur les stats, on a 90% d'utilisation. En fait, moi, mon jeu, on était tech enabler, c'est qu'on devienne IA enabler. J'ai la chance d'être, quand on a 300 personnes, on fait basculer tout le monde. Et sur les usages de ces 90%, c'est 67 utilisations des agents par jour. Donc ça veut dire qu'on travaille avec, quoi. Super, au cœur. Et Générali, pour finir? Alors nous aussi, moi j'ai une réponse pareille, un peu étagée. Donc on a aussi déployé Copilot à grande échelle dans sa version complète. Et là, on a 70% d'utilisateurs actifs, ce qui est, selon Microsoft, vraiment best in class sur le marché actuellement. Donc on a pris cet enjeu très tôt au niveau du COMEX, et y compris avec des dialogues avec nos partenaires sociaux aussi, pour
amorcer une transformation au sein de l'entreprise et faire en sorte que y ait pas toutes les questions autour de ces sujets elles soient prises. On a un observatoire des métiers qui nous permet ça aussi et une instance de dialogue social et ça c'est très important. Et puis après il y a vraiment des gens qui sont beaucoup plus dédiés, donc des développeurs, c'est 300 développeurs qui sont là-dessus. Et puis on a vraiment, quand on regarde les gens qui sont sur des cas d'usage industrialisés, c'est peut-être un peu moins de 100. Voilà, mais en fait, et on a aussi à peu près 200 ambassadeurs parce qu'il y a aussi de la génération spontanée qui s'est créée dans l'entreprise. Il y a des centres d'expertise historiques, la data, la cognitive factory, des centres qu'on a en interne comme ça, qui se sont aussi eux-mêmes embarqués, qui ont pris en main le sujet. Donc c'est vraiment... on voit que ça infuse totalement dans nos entreprises à plusieurs niveaux. Il y a de l'acculturation générale, mais on voit aussi qu'il y a des endroits qui sont des fers de lance et qui tirent un peu toute cette transfo. En tout cas, c'est toute l'entreprise et c'est pas qu'un sujet informatique. Oui, donc alors il nous reste 4 minutes, je crois. Donc c'est la dernière question, qui justement, pour clôturer, c'est la question que tout le monde se pose, c'est justement l'IA à l'échelle. C'est-à-dire que là, on a dit combien de personnes travaillent, etc. Mais il y a les questions de la gouvernance, il y a les questions de l'appliquer sur les grands volumes maintenant. C'est-à-dire sur les relations téléphoniques, sur les emails, sur vraiment le cycle de production de l'assurance, sur différentes fonctions. Et puis, quand on traite des clients, on voit qu'il y a des questions, mais à qui appartient l'IA dans la compagnie? Who owns the AI? Voilà, c'est qui est à la respect de cette gouvernance. Et ça pose des questions, j'imagine, d'organisation entre vous, entre les différents membres de COMEX. Donc ça, on est très intéressé de savoir comment vous abordez cette question de l'IA à l'échelle, d'époque et de use case, à vraiment maintenant passer à une compagnie full IA. Qui veut commencer à répondre? C'est une question flash ou... C'est plus flash. 3 minutes. On essaye de faire flash. Moi, je veux bien me lancer sur ce thème. Moi, je pense que, en fait, comme c'est vrai qu'il y a un effet, il n'y a pas d'effet tunnel avec l'IA, et c'est un des gros avantages. Nous, on est déjà dans la phase où on n'est plus dans d'époque, mais on est déjà dans l'industrialisation. Et comment on s'y prend? Et donc, on a vraiment, nous, des cas qui sont là pour être ancrés et qui sont travaillés sur base de plateformes vraiment d'IA agentique, où finalement, c'est plusieurs agents IA qui sont interconnectés et qui permettent de traiter de bout en bout une problématique. Donc, on a, par exemple, tous nos flux entrants, 4 500, 4 millions 5 de demandes qui nous arrivent chaque année et qui sont maintenant totalement orchestrées par des agents. On a aussi en sinistralité, en IARD sur l'indemnisation, qui est un des gros champs d'application, on a 30% des demandes clients qui sont maintenant traitées automatiquement par l'IA, ou si ce n'est pas traité directement, qui permettent à un gestionnaire d'avoir une recommandation intégrée. Donc vraiment, pour nous, on est dans une phase d'industrialisation, et ça, c'est possible en investissant énormément sur le stack techno, pour avoir vraiment quelque chose d'extrêmement robuste qui passe tous les standards de la tech. C'est aussi de la gouvernance pour une utilisation éthique des données. C'est aussi ce que j'ai dit avec vraiment l'association du corps social dans son ensemble dans l'entreprise, pour faire en sorte que ce soit un sujet qui soit pris au bon niveau, pas seulement faire l'informatique à 360. Et puis après, dans nos entreprises qui ont vécu de la transformation depuis de nombreuses années, on a des pratiques de gestion de la transformation finalement qu'on réutilise, que ce soit l'IA, que ce soit autre chose. Nous, on n'aime pas compartimenter, parce que l'IA, on en met aussi avec des robots, etc. Donc, on ne compartimente pas trop, et on réapplique ces logiques sur l'ensemble de nos cas. Donc nous, on a vraiment une vingtaine de cas d'usage concrets, très transverses, qui sont en mode industrialisation d'ores et déjà, et on n'est plus seulement sur des POC. Peut-être pour zoomer, parce que là, c'était assez complet sur le dispositif macro et global. Nous, on est moins avancé que ça, mais si je zoome quand même sur la partie relation, et la façon dont on automatise, dont on imagine automatiser avec l'IA la relation, il y a quand même 2-3 principes, à mon sens, et qu'il faut bien avoir en tête. D'abord, c'est quand même l'exécution qui fera la différence, pas la technologie. Et donc ça, c'est quand même majeur dans l'approche. Donc c'est une affaire de métier avant d'être une affaire d'informatique. Et c'est pour ça qu'il faut partir, à mon avis, d'irritants métier.
d'irritants métiers, en rendant finalement l'IA transparente dans la résolution de cet irritant, et pour le collaborateur, et pour le client sociétaire. Voilà, il y a des logiques, de gouvernance et d'éthique à éclairer qui sont majeures. Pour autant, je pense que, encore une fois, le client, il achète de l'efficacité, pas de l'IA. Donc, c'est vraiment un moyen au service d'eux. Et ça doit conditionner les cas d'usage qu'on industrialise. Et finalement, c'est en industrialisant bien qu'on arrive à passer à l'échelle, plus qu'en innovant. Voilà. Ce sera le mot de la fin ou dernière réaction sur l'IA à l'échelle? Moi, je suis complètement alignée sur ce qu'a dit Laetitia. On a exactement le même dispositif. Je vais donner un exemple, parce que sur le corps, et nous, sur la création d'un produit jusqu'à l'émission des conditions générales, etc., on met maintenant une demi-journée là où on mettait 3 semaines. Quoi. Donc, oui, on peut créer des produits par IA maintenant, en promptant bien, mais et en alors, sortant des conditions phase, générales. On a chaque phase est bloquante avec un underwriter qui va dire oui, on peut passer à l'étape d'après, je valide. Donc il y a des sign-off partout. Mais voilà, donc on est passé, comme toi, comme tu le disais, à l'industrialisation. Moi, je pense que vraiment là-dessus, c'est start small, but scale fast. Hein, ça serait Le mot de la fin, du coup. Merci beaucoup pour cet optimisme, pour vos éclairages et pour ces innovations.